Bonsoir et bienvenue à ce panel de discussion sous le thème S'engager à l'international, organisé par SUCO en partenariat avec la Faculté d'éducation permanente de l'Université de Montréal dans le cadre de la Semaine du développement international. Merci d'être avec nous. Mon nom est Sophie Paradis et c'est avec un immense plaisir que j'ai accepté d'animer les échanges de ce soir. Le panel S'engager à l'international est le second d'une série de 4, organisée par SUCO et ses partenaires, à des moments clés de l'année afin de partager au public ses différentes expertises en termes de résilience au changement climatique, de systèmes alimentaires viables, de droits et de participation des femmes, ainsi qu'au niveau de la mobilisation des actrices et acteurs de changement tels que le sont les anciennes et anciens volontaires que vous rencontrerez ce soir. Ces 4 panels s'inscrivent dans la campagne du 60e anniversaire de SUCO. En effet, depuis 60 ans, SUCO sème la solidarité internationale en répondant aux réalités et aux besoins de ses partenaires et des populations locales, notamment par la réalisation de projets de développement durable, mais aussi par l'envoi de volontaires dans plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes. Je vous rappelle que l'événement d'aujourd'hui est organisé en partenariat avec la Faculté d'éducation permanente de l'Université de Montréal et plus particulièrement le certificat en coopération et solidarité internationale. Avant de commencer, sachez qu'une période de questions est réservée dans les 30 dernières minutes du panel pour poser toutes vos questions sur le volontariat international. Sachez aussi qu'une personne de l'équipe de volontariat de SUCO, Aziz Sek, sera également présent pour répondre à vos questions sur les opportunités de volontariat chez SUCO. Alors, sans plus tarder, laissez-moi vous présenter nos 4 panélistes. Anne-Laurence Buteau, conseillère en stratégie d'impact social chez Credo. Anne Vincent, chargée des programmes de volontariat chez SUCO de 2015 à 2020. Renée-Jeanne Malenfant, ancienne stagiaire PSIJ chez SUCO. Et Jean-Philippe Gélina, coordonnateur du pôle Amérique chez SUCO. Malheureusement, Jean-Philippe n'a pas pu être avec nous ce soir. Nous avons donc enregistré ses réponses pour que nous vous présenterons tout au long du panel. Un grand merci à vous, chers panélistes, d'avoir accepté l'invitation et d'être parmi nous ce soir. Et d'ailleurs, à brûle-pourpoint, j'inviterai d'abord Anne Vincent à se présenter. C'est à vous, ma chère Anne. Oui, bonsoir Sophie. Moi, ça fait depuis 15 ans que je suis impliquée dans le domaine de la coopération volontaire et du développement international. Donc, je suis gestionnaire de programmes et de projets en coopération et en développement. J'ai débuté avec un premier stage au Burkina Faso dans le cadre de mes études et en 2011, j'ai débuté chez SUCO comme adjointe de programme dans un stage. Et j'ai occupé différents postes pendant plusieurs années. Et de 2015 à 2020, j'ai été chargée de programme pour tous les programmes d'envoi de volontaires et de stagiaires chez SUCO. Donc, voilà. Formidable, merci beaucoup. Très intéressante déjà. Renée-Jeanne Malenfant, si vous voulez bien vous présenter. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Renée-Jeanne Malenfant. Je suis une ancienne stagiaire PSIJ à SUCO cet automne. J'ai fait déjà par le passé quelques mandats à l'international. J'ai une formation en gestion d'entreprise agricole, profil agriculture biologique. Maintenant, je suis en voie de terminer un certificat en études internationales. Formidable, merci. Ça augure bien, ça augure bien. Et à vous, Anne-Laurence Buteau, votre présentation. On ne vous entend pas, ma chère. Il faudrait ouvrir le micro, je crois. On ne vous entend toujours pas. Alors, on va tenter de régler le problème. Est-ce que nous avons un micro d'ouvert à quelque part? Alors, on va tenter de régler le problème de son. Peut-être qu'on pourrait écouter la présentation de Jean-Philippe Gélina en attendant. Donc, à toi, mon cher Simon. Je m'appelle Jean-Philippe Gélina. Actuellement, j'occupe le poste de coordonnateur de pôle dans les Amériques chez SUCO depuis quelques mois déjà. Puis, parler rapidement de mon parcours. Là, moi, à la base, j'ai étudié en horticulture, là, en paysagement.
J'ai fait aussi un cours en permaculture là, il y a déjà quelques années de ça. Puis voilà, actuellement, je cumule plusieurs expériences de coopération internationale aussi, dont j'aurai la chance de vous parler un petit peu plus tard. Formidable. Alors, est-ce que Anne-Laurence est de retour avec nous? Elle s'est rebranchée, vous savez, c'est comme ça maintenant, hein? Des problèmes. Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui. Bonsoir. Alors, présentez-vous. Les joies du virtuel. Alors, merci. Exact. Et alors, j'ai allé plus vite. J'ai à peu près 10 ans d'expérience en développement international. La piqûre a commencé en 2010 avec Suco. Et entre 2010 et 2020, à peu près, j'ai eu différents mandats avec d'autres organisations, dont Suco. Et c'est ça, on part et on revient toujours vers Suco. Donc, je suis vraiment contente d'être parmi vous aujourd'hui et de revoir Anne, avec qui j'ai collaboré pendant longtemps, et de découvrir les autres panélistes. Merci, Sophie. Formidable. Merci beaucoup. Merci. Ben oui, pour ces présentations qui vont sans doute aider les gens à mieux vous situer dans vos pôles d'engagement respectifs. Lançons donc la discussion dès maintenant en parlant de vos engagements avec Suco. Alors, pouvez-vous tour à tour nous parler brièvement de votre ou vos implications avec Suco? Commençons, tiens, avec Anne-Laurence. Alors, 2010, ça a commencé par un stage PSIGE au Honduras, par un mandat que j'aimais beaucoup et qui, le nom n'existe plus, c'était organisatrice communautaire. Et j'ai vraiment eu la piqûre, malgré toutes les craintes que je pouvais avoir, la découverte d'un nouveau pays, d'une nouvelle langue que je ne connaissais pas du tout. Mais ça a été vraiment une expérience à la fois confrontante et épanouissante. On est vraiment confronté, je veux dire, à ses limites en tant qu'humain et aussi avec toutes les limites qu'on peut avoir sur le terrain, mais aussi le contact avec les gens et l'apprentissage qu'on peut avoir avec toutes les autres personnes qu'on rencontre. Ensuite, avec Suco, j'ai été l'année suivante coordonnatrice PSIGE pour une autre cohorte. Et à partir de 2012, disons 2014, j'ai retrouvé Suco de manière éloignée en coopérant avec Ajacmel, avec d'autres organisations. Je n'étais pas chez Suco, mais on coopérait vraiment fréquemment sur le terrain. Et en 2016-2017, j'ai repris un mandat avec Suco pour Haïti. Et cette fois, c'était un renforcement organisationnel. Et c'est toujours, en fait, des postes qui sont plus ancrés dans le renforcement de capacité des partenaires de manière transversale, c'est-à-dire à l'écoute de leurs besoins, d'établir des plans de renforcement de capacité par rapport à ce qu'ils pourraient avoir besoin sur le terrain et dans le cadre des projets. Voilà. Formidable, merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant déjà. Renée-Jeanne, à votre tour de nous parler de votre ou vos implications. Oui, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un PSIG avec Suco cet automne de 3 mois. Il faut dire que je connais Suco depuis très longtemps. Je les suis depuis que j'ai fait mon DEC en agriculture bio. Et j'y suis par leurs réseaux sociaux et tout. Et puis, bon, quand que j'ai eu les PSIJ se sont ouverts à distance, j'ai pris l'occasion de pouvoir les découvrir de l'intérieur. Donc, c'est mon implication à Suco, un PSIJ avec eux à distance. Formidable, merci beaucoup. Et Anne, à votre tour. Oui, donc dans mon cas, comme je disais plus tôt, j'ai commencé avec un stage à Suco à Montréal. Donc, je suis la seule ici qui n'a pas été stagiaire ou volontaire de Suco, en fait. J'ai justement travaillé au bureau à Montréal. Bon, j'ai fait plusieurs missions sur le terrain, évidemment. Mais quand j'ai commencé, c'était dans le cadre du programme Québec sans frontières. Donc, à l'époque, il y avait un stage qui s'appelait le stage OCI, qui permettait d'acquérir de l'expérience dans le domaine de la coopération en étant au niveau de la gestion des programmes. Donc, à cette époque-là, j'avais appliqué à plusieurs organisations et puis j'avais dû faire un choix. Puis la raison qui m'avait amenée à Suco à cette époque, c'était... je connaissais déjà l'organisation, le travail qu'ils faisaient en agriculture durable et aussi le travail qui se faisait en Afrique de l'Ouest, au Mali.
Et bon, moi, j'avais fait mon stage dans mes études au Burkina Faso, donc j'avais un intérêt quand même assez important pour l'Afrique de l'Ouest qui m'avait attirée chez Suco. Mais aussi, c'était la taille de l'organisation. J'avais envie de faire mon stage dans une organisation qui n'était pas trop grosse et où je pourrais toucher à plusieurs aspects, en fait, du domaine de la coopération. Puis c'est effectivement ça qui est arrivé. Donc déjà, le mandat de stage était très varié. Mais aussi, après, j'ai pu rester, en fait, à Suco puis occuper différents postes. Donc, ça m'a permis d'avoir une expérience variée puis de décider un peu vers quoi je voulais me spécialiser. Donc, voilà, fait que ça fait que je suis restée jusqu'en 2020 à Suco. Bon, c'est formidable. Et dites-moi, qu'est-ce qui vous a attiré chez Suco? Pourquoi avoir choisi une, voire plusieurs fois, pour certains d'entre vous, cette organisation? Renée-Jeanne. Oui, comme ma collègue Anne l'a dit, moi, c'est pour la grosseur de l'organisation. J'avais l'impression que c'était une petite organisation quand même, ce qui me plaisait. Ensuite, c'est surtout beaucoup pour leur projet en agroécologie, de par mes études en agriculture bio puis mes expériences un peu personnelles. C'était vraiment quelque chose d'important pour moi d'en apprendre plus un peu. Fait que j'avais envie de découvrir Suco vraiment pour leur projet en agroécologie. Ouais. OK. Et Anne, bien sûr, mis à part la grosseur de l'organisme, oui, bien, je dirais en fait aussi. Oui, excuse-moi. Je pense qu'il y a aussi l'aspect proximité, travail très de collaboration avec les partenaires sur le terrain. Moi, j'avais eu, en fait, je connaissais Suco, mais je ne connaissais pas nécessairement comment ils intervenaient sur le terrain. Puis c'est par l'entremise d'une amie, en fait, qui connaissait bien l'organisation, qui m'avait vraiment plus parlé de cette approche-là. Donc ça aussi, c'est quelque chose de côté vraiment humain de l'organisation qui m'avait attirée à l'époque et qui fait que je suis restée plusieurs années, en fait. Oui, mais oui, je comprends bien. Le côté humain est si important. Anne-Laurence, pour vous? Je ne vais pas dire quelque chose de nouveau, mais pour moi aussi, en fait, la première fois que j'avais lu la fiche de poste, je me rappelle encore le nom, c'est ça, organisme communautaire, et la description qui a été faite des activités du projet. C'est comme ça m'a attirée, contrairement à toutes les autres opportunités qu'il y avait à ce moment-là. J'ai fait le choix de Suco pour ça parce que justement, il y avait cette approche comme humaine aussi de renforcement, justement, de capacité. Il y avait quand même une perception qui a du respect aussi par rapport à l'expertise du terrain. La posture de Suco en tant que... C'est ça, il y a quand même, on ne va pas se cacher, des relations de pouvoir dans un développement international, mais Suco avait réussi justement à placer un peu les relations sur un pied d'égalité à travers ce partage d'expérience et à vraiment nous dire dès le départ, vous n'êtes pas des experts, vous avez peut-être des techniques que les autres n'ont pas sur le terrain, mais vous êtes là pour divulguer ce que vous savez et apprendre tout autant. Donc, c'était du coup renforcement de capacité. C'est pour ça que j'ai continué encore après. Je pense que j'ai fait peut-être 4 mandats avec Suco. Et c'est à chaque fois, c'est ça, c'est les valeurs, l'approche de développement local, l'approche de proximité et la taille. Invariablement, oui. Parce que c'est petit, c'est ça, c'est comme on a plus de proximité avec les acteurs. Oui, je comprends bien. Merci. Écoutons Jean-Philippe nous parler de son implication avec Suco et de ses motivations également. J'ai commencé par un stage en 2016, en fait, avec Suco. Ça a été ma première expérience, en fait, à cette époque-là avec Suco. C'était un stage en agroécologie à l'époque, en fait, Honduras. Par la suite, c'est ça, vraiment passé une belle expérience sur le terrain ici au Honduras. Puis par la suite, j'ai poursuivi mes engagements avec Suco. J'ai eu un deuxième mandat par le programme de coopération volontaire cette fois-ci. C'était comme volontaire, en fait, encore une fois en production agroécologique. Ça en fait un mandat de 1 an, que j'ai réussi également aussi au Honduras. Puis après ça, à la suite à mon mandat, il y a eu une opportunité sur le terrain, en fait, pour le poste de représentant pays. En fait, la personne représentante pays, normalement, c'est
c'est la personne qui s'occupe un peu de la programmation, puis de la gestion de l'équipe, du bureau, puis de la programmation de manière générale, quoi. Donc, j'ai saisi cette opportunité-là, puis j'ai couvert ce poste-là, en fait, de 2018 jusqu'à la pandémie, enfin, avec la fin du programme. Puis voilà, là, on a recommencé un nouveau programme récemment, en pleine pandémie. Puis, déjà quelques mois de ça, on a ouvert un nouveau mandat là, comme coordination en fait, au niveau des Amériques. Puis, j'ai eu la chance, en fait, de participer au processus. Puis, aujourd'hui, j'occupe actuellement le poste, en fait, de coordination chez SCO pour les Amériques. Ce qui m'a vraiment attiré chez SCO, c'est l'expertise en agroécologie puis en agriculture durable que l'organisation partage. Moi, je sentais, à l'époque où je suis rentré, puis encore aujourd'hui, je partage cette vision-là. Il y a vraiment, c'est vraiment au cœur de la mission de l'organisation. C'est vraiment une expertise qu'on partage, puis aussi vraiment dans les projets, dans les actions que SCO développe. C'est vraiment au cœur de son expertise. Puis moi, comme je présentais au début, j'ai étudié un peu dans ce domaine-là. C'est vraiment quelque chose qui venait me rejoindre. Comment, de quelle façon on peut connecter son expertise, ses connaissances, compétences aussi au profit du développement international. Donc, vraiment, moi à la base, c'est vraiment ça qui m'a attiré chez SCO. C'est vraiment cette expertise-là, puis la façon de travailler aussi, puis de mettre en place des projets d'initiative sur le terrain, tout en cohérence avec cette expertise-là. Formidable. Hey, c'est comme si Jean-Philippe était avec nous directement. C'est formidable. J'adore. Il y a des choses qui se recoupent aussi, c'est bien intéressant. Donc, on voit qu'est-ce que SUCO vous apporte à chacun d'entre vous. On ne pourrait pas parler du volontariat sans aborder la question de la pandémie qui a totalement bouleversé les pratiques de tout, je dirais. René-Jeanne, vous avez vécu les impacts qu'a eu la pandémie sur le volontariat international. Donc, j'aimerais qu'on parle de votre expérience personnelle. Vous avez été une des premières stagiaires du programme de stages internationaux pour les jeunes, le PSIJ, comme disait Jean-Philippe, à essayer la nouvelle mouture d'un stage de 3 mois entièrement virtuel. Donc, pouvez-vous nous parler de votre expérience, des aspects positifs et négatifs, et que retenez-vous de cette expérience? Oui, avec plaisir. En fait, oui, j'ai fait partie de la première cohorte cet automne. On était 3 stagiaires pour commencer. Mon mandat était avec un de leurs partenaires au Sénégal, qui était ATIES. Mon mandat était en gestion de projet et recherche de financement. En fait, en gros, c'était un renforcement de capacité dans la recherche de financement et de gestion de projet à travers des formations que j'ai données et la création d'un manuel pour les aider à rédiger des appels d'offres. Ça, c'est un peu mon mandat. Ensuite, je dirais que les aspects positifs de ça, parce que bien évidemment, il était à distance, d'un point de vue personnel, pour moi, ça donnait bien parce que je sortais d'un congé de maternité et je n'étais pas nécessairement prête à retourner sur le terrain avec ma famille. Donc, c'était bien pour moi de faire ça à distance. Maintenant aussi, je terminais un AEC en coopération interculturelle, donc j'avais un stage à faire et c'était possible avec le PSIJ de le faire. Donc, c'était vraiment 2 aspects qui étaient positifs pour moi. Des aspects négatifs, j'en ai pas vraiment. Ce que je pourrais dire, c'est que certes, il y avait des défis. Pour moi, c'était ma première expérience en télétravail, que ce soit au Québec ou à l'international. Donc, j'ai dû me familiariser un peu avec tout ce que comporte le télétravail. Il faut dire aussi que mon partenaire, comme je vous disais, était basé au Sénégal. Donc, on avait un peu le décalage horaire à faire avec. Alors, on avait un bon 5 heures. Fait que quand on avait des rencontres et tout, c'était pas mal l'avant-midi que je devais tout condenser. Et l'après-midi, je continuais à avancer ce que je devais faire. Donc, ça a été un petit ajustement, mais le partenaire était très présent quand même, là, malgré ça. Ensuite, un autre peut-être défi, c'était que d'habitude, les PSIJ, quand ils sont sur le terrain, c'est des mandats de 6 mois. Maintenant, à distance, c'est des mandats de 3 mois. Donc, il faut faire faut avoir des résultats quand même et au bout de 3 mois. Fait que ça, pour moi, ça a été un bon défi, mais un défi qui est tout à fait relevable. Et peut-être aussi, pour ce qui est de créer un peu un lien avec les gens,
de mes expériences antérieures, c'était pas quelque chose qui était difficile pour moi, mais j'étais en présentiel avec les gens. Quand j'ai commencé le stage, je me demandais un peu comment tout ça allait se dérouler parce que, bon, on est toujours à travers un écran, mais pour vrai, ça s'est fait très naturellement. Là. Je pense qu'eux aussi au Sénégal font du télétravail. Donc, ils étaient habitués à cette espèce de... En fait, au télétravail. Mm-hmm. Donc, ça, c'est un peu les défis que j'ai eu à relever, je dirais. Puis, qu'est-ce que j'en retire de cette expérience-là? En fait, j'ai adoré mon expérience et ça m'a donné une certaine confiance en mes capacités pour continuer avec des mandats qui sont peut-être plus longs, qui vont être sur le terrain avec plus de responsabilités. Je trouve qu'un PSCJ, quand on commence dans le domaine de la coopération, c'est vraiment une bonne étape là, à faire. Et puis, ça nous permet aussi de connaître bien une organisation comme moi avec SUCO ou d'autres aussi qui ont ce programme-là. Puis ça nous permet de comprendre un peu c'est quoi comment ça fonctionne la coopération, comment on travaille avec des cultures différentes et tout. Alors, c'est vraiment une belle première expérience. Mm-hmm. Merci, c'est très, très intéressant. Comme il coordonne la programmation de SUCO dans tous les pays d'intervention des Amériques, Jean-Philippe nous parlera à son tour des impacts plus globaux qu'a eu la pandémie sur le volontariat. Alors, écoutons-le. La pandémie, c'est clair qu'elle a grandement affecté les programmes et les projets, évidemment. Là, comme on le sait, là, les programmes de coopération volontaire reposent beaucoup sur la mobilisation de personnes volontaires, autant du Canada, des pays du Sud vers des pays d'intervention où on travaille actuellement. Puis c'est clair que les restrictions de mobilisation ont vraiment affecté le programme. À l'origine des programmes où on offre des opportunités pour des Canadiens et Canadiennes principalement, qui sont les objectifs du programme, de mobiliser ces gens-là vers nos pays. Là, avec les restrictions en vigueur, on a dû complètement revoir les mécanismes dans ces programmes-là. Aussi, je pense qu'il y a eu un travail constant de plaidoyer auprès des bailleurs de fonds, des projets, des programmes pour essayer de modifier ces mécanismes-là. Donc, par exemple, un des mécanismes qui a été mis en place, c'est de commencer à recruter des volontaires aussi dans d'autres régions à l'extérieur du Canada pour les mobiliser. Par exemple, des volontaires de l'Amérique centrale vers l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Sud vers l'Amérique centrale. Donc, on est obligé de penser à une stratégie vraiment de recrutement local. Puis on a dû tout faire ces changements-là quand même très rapidement parce que, comme vous savez, tout ça a été chamboulé quand même dans un laps de temps très court. Puis aussi également, un autre impact que je pense que ce qui est pertinent et important de nommer, c'est aussi la vitesse à laquelle les partenaires ont été propulsés dans cet univers virtuel-là. On sait beaucoup des organisations partenaires sur le terrain, souvent sont habitués de travail très présentiel auprès des communautés, auprès des populations. Donc, ça a été tout un défi aussi, ce passage-là des organisations sur le terrain vers ce monde virtuel-là, une sursollicitation de réunions en ligne. Puis vraiment, je pense que ça a été difficile pour nous, mais je dirais que assurément, est encore plus difficile pour les organisations avec lesquelles on travaille sur le terrain. Mm-hmm. La pandémie a obligé les organisations et les bailleurs de fonds à innover. Et de cette innovation est né le PSCJ, le programme de stages internationaux pour les jeunes, en mode virtuel, mais aussi une variété dans les formes de volontariat. On voit aujourd'hui un nombre important de volontaires sud-sud ou encore locaux. Est-ce que ces nouvelles formes de volontariat sont là pour rester? Ou en d'autres mots, quel est l'avenir du volontariat selon vous? Commençons donc avec Anne. C'est une grande question, en fait. Hein? On se la pose là, tous dans le domaine depuis le début de la pandémie. Moi, dans le fond, j'ai quitté les programmes de coopération volontaire quelques mois là, après le début de la pandémie, donc à l'automne 2020. Puis on était là, déjà en démarrage du nouveau programme 2020-2027. Donc, il y avait beaucoup de questions entre les organisations, mais aussi de discussions avec le bailleur de fonds pour voir un peu c'était quoi les alternatives, parce qu'il faut se rappeler que le programme de coopération volontaire, son objectif ultime, c'est d'engager les Canadiens dans les efforts de développement international du Canada. Donc,
c'est principalement d'envoyer des Canadiens à l'international pour renforcer des partenaires locaux. Donc, c'est sûr qu'avec la pandémie, bon, il y a eu un assouplissement au niveau des formes de volontariat qui existaient déjà avant. Ce n'est pas une nouveauté nécessairement, mais le fait de permettre davantage de volontaires nationaux au Sud-Sud, ça, c'est une adaptation du programme. Donc, c'est clair que, bon, il y a quand même un gros aspect de la coopération volontaire qui est l'échange interculturel aussi. Au-delà du renforcement de capacité, il y a une expérience humaine dans la coopération volontaire. Donc, évidemment, le travail qui se fait ou l'échange qui se fait avec un volontaire canadien versus un volontaire national qui est déjà du pays, probablement l'impact est probablement différent, l'approche est différente, l'échange est différent. Par contre, ce type de volontariat existe déjà de toute façon dans les pays où on intervient. Donc, il y a des programmes de volontariat national qui se font déjà. Il y a des échanges aussi entre pays qui se font. Donc, c'est évident que ça va rester et que c'est nécessaire parce que ça amène aussi d'autres visions, d'autres types de compétences, d'autres connaissances. Par contre, sur un programme qui dure 7 ans, là, on a déjà 2 ans de pandémie derrière nous. Combien de temps ça va durer encore? Est-ce que ça va être... il va falloir jongler avec les restrictions de voyage qui sont limitées, qui reviennent et tout ça. Donc, c'est difficile à prévoir. Mais assurément, dans une prochaine itération du programme, il va probablement y avoir une grande réflexion à savoir est-ce que c'est quelque chose qui doit être complètement changé comme approche. Donc, oui, mais selon moi, ça va rester, puis ça doit être, ça doit être des formes de volontariat beaucoup plus variées, justement pour s'adapter à ces contextes qui sont changements. Puis bon, c'est la première fois qu'on se retrouve avec ce contexte-là aussi, donc c'est sûr que ça va prendre un certain temps. Mais je pense que la difficulté actuellement, c'était de se dire, bon, l'objectif principal du programme, c'est ça, au même titre que le programme de stage pour les jeunes, hein, c'est d'engager des jeunes Canadiens pour justement leur permettre d'avoir une première expérience de travail et tout ça, donc d'améliorer l'employabilité aussi, c'est un des objectifs du programme. Donc, oui, forcément, il va falloir réfléchir à comment ça va évoluer. Oui, absolument. Puis, on n'a pas terminé, je dirais. Hein? Ce ne sera peut-être pas la seule fois où il va falloir faire ça, effectivement. Anne-Laurence, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose à cette belle réponse? Il y a déjà de belles réponses, en effet. Moi, en fait, en tant qu'ancienne volontaire, je n'ai pas l'expérience, par exemple, de pandémie. La seule chose que je peux dire, c'est qu'à mon époque, je parle comme si c'était des décennies ça, mais à mon époque, je pense que j'aurais apprécié le fait que, par exemple, le monde virtuel, je trouve, rapproche beaucoup dans une certaine mesure. Bien sûr, on ne va pas nier qu'il y a des enjeux, par exemple, au niveau de la pénétration numérique dans certains pays. Donc, il y a quand même des enjeux à prendre en compte. Cependant, je pense qu'avec la pandémie, il y a quand même une ouverture, comme par exemple René Jeanne maintenant qui est une stagiaire à distance, qui a pu quand même faire un mandat en 3 mois qui c'est court, mais qui a quand même donné les résultats souhaités. Je pense que dans des cas précis où il y a quand même, par exemple, une demande d'un appui technique précis, d'avoir l'expertise qui peut se rapprocher rapidement et à moindre coût également, parce que ça coûte moins cher quand même, de rapprocher l'expertise du terrain et d'avoir justement cette interaction dynamique à travers le virtuel, ça peut amener beaucoup également. Donc, je pense que là, quand même, il y a une possibilité d'innover, de réfléchir à des moyens justement de travailler sur l'inclusion numérique et de réfléchir à des formules justement de mandats plus courts, plus ciblés à travers entre justement des partenaires et des experts, entre guillemets, un mot que je n'apprécie pas trop, mais c'est ça. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et René-Jeanne, de votre point de vue? Oui, en fait, je suis d'accord avec
avec ce qui a été dit précédemment. Peut-être que je pourrais rajouter un peu sur la question du volontariat sud-sud ou des partenaires locaux. Je trouve que la pandémie, oui, a amené son lot de défis, mais il y a eu quand même des points positifs. Puis je pense que d'avoir peut-être augmenté ces mandats-là de partenaires sud-sud ou de locaux, c'est quelque chose qui est positif quand même. Et est-ce que ça va être là pour durer? Je suis vraiment pas bien placée pour le savoir, mais je crois profondément que les gens qui sont déjà sur le terrain ou des gens exemple, un Burkinabé qui irait travailler au Sénégal ont certainement les expertises pour le faire. Maintenant, bon, comment que ça va se faire, ça, c'est une très bonne question. Mais j'espère dans le futur que les mandats sud-sud et des partenaires locaux se feront en plus grand nombre. Mm-hmm. Bien, merci. Donc, pandémie ou pas, certaines approches de solidarité sont très chères à Suko et font partie intégrante de sa façon de faire du volontariat. C'est entre autres le cas pour son approche de proximité. À travers sa mission, Suko cherche à créer des conditions favorables pour l'action, le développement et l'accompagnement des projets. Jean-Philippe est bien placé pour parler de cette approche parce qu'il est au cœur même des actions de Suko sur le terrain depuis plusieurs années, comme vous avez pu le constater. Nous lui avons donc demandé de nous en parler davantage et de nous expliquer comment, à ses yeux, ça se concrétise sur le terrain. Voilà. Depuis que je suis chez Suko, moi, dans les différents mandats, c'est ça que j'ai occupé sur le terrain, on a toujours préconisé une approche de proximité dans l'ensemble des activités, des interventions qu'on met en place. Donc, on part toujours des personnes, des hommes, des femmes, des jeunes, ces gens-là, en fait, qui sont vraiment le cœur de nos actions. On parle de ces personnes-là qui sont sur le territoire, qui font face à des enjeux, des problèmes spécifiques. Puis ensemble, on réfléchit, on analyse c'est quoi la problématique et tout ça, pour vraiment partir ensemble vers à trouver des solutions, mais on les accompagne en fait dans ce travail-là, vraiment d'identifier des solutions à des problématiques. Mais tout ça part vraiment de ce travail essentiel-là, il part des êtres humains, là, il part des gens. Donc, moi, je pense que ça a toujours été un truc aussi qui m'a vraiment attiré mon attention chez Suko, c'est qu'on part des personnes, on travaille, ça a toujours été important pour moi puis pour l'organisation. Je pense qu'on travaille dans des endroits avec des gens qui vivent dans ces endroits-là. Donc, c'est toujours une priorité de prendre en considération puis vraiment d'analyser vraiment en étroite collaboration avec les personnes ces problématiques auxquelles ils font face dans ces endroits-là. Donc, moi, quand on parle vraiment de cette approche de proximité-là, c'est ça que ça sonne pour moi, c'est vraiment de partir des gens pour les accompagner dans leur défi quotidien. Voilà. Mm-hmm. Dans ses actions, Suko aspire aussi à susciter l'apprentissage collectif et l'innovation dans un contexte d'intervention multi-pays. Comment faire pour favoriser les échanges d'expériences entre les différentes équipes et partenaires? Avez-vous vu ou participé vous-même à des initiatives d'échange et de concertation lors de vos mandats, en fait? Anne-Laurence? Oui, plusieurs fois. En fait, je pense que c'est obligé. Et Suko, en fait, on l'a dit plusieurs fois, oui, elle est de petite taille. Et sur le terrain, ça se ressent plus du fait que oui, il y a moins quand même de moyens d'étendre les actions ou d'avoir, comment dire, une portée plus grande. Et je pense que c'est vital, justement, la coordination dans ces cas-là. Et c'est souvent là où, par exemple, que Suko a eu une valeur ajoutée par rapport à d'autres acteurs, que très souvent, que ce soit, par exemple, au Honduras, par exemple, en sécurité alimentaire, Suko avait quand même une présence forte et respectée sur, par exemple, les espaces de concertation et avec les autorités locales, parce qu'il y avait justement cette attention à agir en fonction de ce qui existe déjà et en fonction des actions qui sont déjà entreprises. Donc,
c'est quand même un élément très important pour non seulement renforcer le travail, par exemple, que les projets qu'il y avait en cours chez Souko, par exemple, dans un contexte comme Haïti, où il y a comme une multitude d'acteurs sur le terrain. Par exemple, à Jacmel, je pense que s'il y avait peut-être au moins 50 organisations, il n'y en avait pas. Donc, ça veut dire qu'il fallait vraiment prendre le temps de coordonner le travail et coordonner les actions. Et très souvent, ça amenait, comme il a été mentionné, oui, de l'innovation parce qu'on arrivait à connecter beaucoup d'acteurs par rapport à, par exemple, à trouver des solutions qui se faisaient ailleurs, dans d'autres régions, grâce à de la coordination, grâce aux échanges. Juste de dire, par exemple, ah oui, on a déjà essayé telle chose à tel endroit, on va vous amener ou on va vous justement faire une expérience pour vous, avec vous, et ça s'était fait en toute solidarité. Donc, je pense que les 2 points positifs, c'est amener encore plus de cohérence dans les actions sur le terrain, de concertation, renforcer aussi l'impact des actions vers justement, se rendre compte où se trouvent les trous, entre guillemets, par rapport à une région ou par rapport à une action. La coordination et la concertation étaient clés, sans compter la visibilité que ça donnait à Souko. Donc, ouais. Merci. Et le partage des informations aussi, c'est très beau. Exact. Anne, qu'est-ce que vous aimeriez ajouter à tout ça? De mon point de vue de gestion et de développement des programmes, je pense que je peux ajouter qu'en fait, de toute façon, la collaboration, la coordination est essentielle là, dans le domaine de la coopération volontaire. Si on parle juste au niveau de l'aspect sécuritaire, donc moi, j'étais en charge des programmes dans tous les pays, mais principalement au niveau de l'Afrique. Donc, quand la situation sécuritaire a commencé à se dégrader rapidement en Afrique de l'Ouest suite au coup d'État au Mali en 2012, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'était essentiel avec nos partenaires qui sont d'autres organisations canadiennes et qui font aussi de la coopération volontaire dans ces régions-là. Donc, c'était très important de se coordonner, de s'échanger d'informations, de créer des forums autour de la sécurité, puis de s'assurer d'avoir des approches cohérentes aussi avec nos différents volontaires et stagiaires sur le terrain. Donc, ça, c'est un aspect d'apprentissage, de collaboration. On avait des communautés de pratique sur ces thématiques-là aussi qui étaient très, très importants, en fait, pour bien mener les programmes. Aussi, Anne-Laurence a parlé beaucoup de la collaboration sur le terrain dans le cadre des mandats, mais en amont, pour développer justement ces mandats puis pouvoir envoyer des volontaires, des stagiaires, on doit développer des partenariats là, quand on développe ces programmes-là, en fait, et même pendant les 5 années ou les 7 années que le programme va durer, on va développer différents partenariats. Puis chez Souko, il y avait quand même une volonté de trouver des partenaires locaux qui sont complémentaires, donc ils vont pouvoir aussi collaborer ensemble autour des actions liées à des thématiques communes. Puis avoir des partenaires qui peuvent aussi être présents dans différents pays, donc à travers des réseaux. Donc, je pense à, par exemple, Jeunes volontaires pour l'environnement, qui est un réseau de jeunes qui est présent dans différents pays en Afrique de l'Ouest. Donc, ça permet aussi d'avoir des synergies, de pouvoir faire des échanges entre pays. Puis même aussi la collaboration au niveau des programmes. Donc, à Souko, on est une organisation dont le travail est centré autour de la coopération volontaire. Donc, il y a 3 programmes. Il y avait 3 programmes à l'époque où j'étais là, donc Québec sans frontières, le programme de René-Jeanne, le PSIJ, et le programme de coopération volontaire. Donc, dans certains pays, on avait ces 3 programmes-là qui étaient mis en œuvre en même temps. Donc, ça permettait aussi de créer une synergie entre les stagiaires des différents programmes avec les volontaires, puis de faire travailler ensemble différents partenaires. Donc, au niveau c'est ça, l'aspect plus de gestion des programmes et développement, là, c'est ce que je pourrais rajouter en termes de collaboration. Absolument. C'est vraiment intéressant tout ça, de voir tout ce qui se connecte, tout ce que, par rapport à tout ce que vous créez finalement avec toutes ces personnes-là. Écoutons également Jean-Philippe à ce sujet.
SUCO joue un rôle important vraiment dans la mobilisation, évidemment, au Canada. Là, on connaît son rôle quand même proactif et clé sur la scène de la mobilisation auprès des jeunes, auprès du grand public, mais évidemment, sur le terrain aussi, là, on travaille activement dans plusieurs pays. Je pense que, pour parler un peu de mon expérience un petit peu plus précise sur le terrain, on joue un rôle quand même clé souvent dans les pays où on travaille sur la mobilisation aussi des autres organisations, des OCI, là, des organismes de coopération internationale, canadiennes aussi, internationales, qui travaillent dans les mêmes pays où nous, on travaille, pour créer, je peux donner un exemple, par exemple, on va travailler sur la création d'espaces de concertation, peut-être sur des tables de concertation, des réseaux d'alliances, aussi des groupes des espaces d'échange entre les volontaires des organisations de coopération volontaire canadiennes, par exemple, qui sont sur le terrain. Donc, moi, je pense qu'on a un rôle important à jouer dans la mobilisation sur le terrain également, en mettant en commun des acteurs et des actrices pour justement améliorer les processus ou améliorer un peu les interventions qu'on a sur le terrain. Mm-hmm. Anne-Laurence, vous qui êtes conseillère en stratégie d'impact social, à la lueur de vos expériences avec SUCO, êtes-vous en mesure de mettre des mots sur l'impact social qu'ont les actions de SUCO à l'international comme ici? Une autre grande question. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est une question presque philosophique. Quand on parle d'impact social, bien sûr, on veut dire, par exemple, c'est les effets concrets qu'ont des actions, qu'ont des projets, qu'ont des programmes pour les personnes et les communautés qui sont ciblées. Et moi, sincèrement, je suis peut-être biaisée, mais pour moi, la valeur ajoutée de SUCO, ça a vraiment l'impact qu'elle a, c'est le fait qu'elle prenne en compte la réalité des communautés et des personnes. Et ce n'est pas seulement de dire, oui, on étudie le contexte, mais c'est vraiment d'impliquer les personnes dans le développement, même dans les premières phases d'une initiative ou d'un projet. C'est très rare, par exemple, que SUCO vienne avec un projet tout fait, tout ficelé sur le terrain en disant, oui, on a constaté que, je ne sais pas, vous n'avez pas d'eau dans la région, on va vous causer un puits. Non, c'est surtout pas ça. Moi, je pense que l'impact qui est précieux que SUCO a, c'est le fait que les effets qui sont recherchés sont directement en réponse aux besoins exprimés par les personnes qui ont participé à toutes les phases d'une initiative ou d'un projet. Et même, par exemple, à travers le PCV, la valeur qu'il y a, c'est pas les ressources financières, c'est la relation qui se crée, la relation de confiance et la relation également avec le partenaire qui permet au fur et à mesure de créer justement cette compréhension des besoins des personnes qui expriment de manière beaucoup plus, comment dire, transparente également leurs besoins, leurs réalités, leurs enjeux et qui nous met, par exemple, qui nous permet, nous, coopérants, quand on était sur le terrain, de répondre adéquatement, même si ce n'était pas dans nos mandats, même si nous, on avait un mandat qui était fait, mais en cours de route, si le besoin change et que le partenaire se sent assez à l'aise et en confiance pour nous dire, écoute, c'est plus ça qu'on a besoin, on veut telle chose parce que les communautés ont besoin de ça, il y avait quand même cette création commune de l'impact pour les communautés et les partenaires. Voilà ce que je peux dire. Oui, tout à fait. Très, très, très intéressant encore. C'est le côté humain aussi, hein, qui ressort beaucoup dans votre réponse, je trouve. SUCO emploie justement le terme actrice et acteur de changement lorsqu'on parle des gens impliqués avec elle et qui ont un fort potentiel d'impact, notamment les partenaires, les donateurs et bien sûr les volontaires. En quoi vos expériences avec SUCO en tant que volontaire ont contribué à faire de vous des actrices et acteurs de changement? Vous considérez-vous encore comme tel aujourd'hui? Alors, Renée-Jeanne. Eh bien, est-ce que je me considère comme une actrice de changement? J'aime à penser que oui, que j'essaie de le faire par des actions personnelles et professionnelles. Moi, j'aimerais
Je pense que le PSIJ, pour moi, a été une façon d'être actrice de changement. Je pense qu'on n'a pas nécessairement besoin de faire de la coopération pour être actrice ou acteur de changement. Alors, pour répondre à la question, est-ce que je me considère comme ça encore aujourd'hui, même si mon PSIJ est terminé? Oui. J'ose espérer que je fais encore des gestes qui peuvent amener un certain changement vers un monde plus juste, équitable et solidaire. Mm-hmm. Merci. Écoutons Jean-Philippe à ce sujet. Je me considère encore aujourd'hui comme un acteur de changement. Je pense qu'on a tous et tous ça en dedans de nous à quelque part. Là. Je pense que c'est juste une question de l'alimenter puis d'investir notre temps et notre énergie dans des expériences et des emplois qui alimentent cet acteur, cette actrice-là de changement en nous. C'est clair que, tu sais, moi, en travaillant chez Suco, à travers les plusieurs rôles que j'ai eus, j'alimente ça, puis je suis dans une organisation aussi qui a cette vision-là d'acteur, actrice de changement. Donc, tu sais, on se nourrit à travers ça. Puis je pense que c'est ça qui m'a permis, moi, à travers des différentes, même si ça fait quelques années déjà que j'ai passé à travers plusieurs chapeaux, je pense qu'aujourd'hui, je continue à être un acteur, une actrice de changement à plusieurs niveaux dans le travail que j'effectue aujourd'hui. Mm-hmm. Anne? Oui, ben, je pense que j'étais quand même déjà beaucoup impliquée, même avant de travailler dans le domaine de la coopération internationale. Mais c'est sûr que mes années à SUCO et dans d'autres organisations avec lesquelles j'ai fait des mandats sur le terrain, des stages, m'ont amené à avoir vraiment comme une implication plus grande, un impact plus grand. Bon, même si au final, avec SUCO, je n'ai pas vraiment fait de mandat terrain. Là, je suis allée souvent sur le terrain pour faire des missions de suivi. J'ai vu ce qui se passait, les résultats qu'on pouvait avoir sur le terrain. Mais aussi, ça m'a beaucoup plus sensibilisée au niveau de l'agriculture, donc durable, familiale. Moi, je vis à Montréal, donc en pleine ville, puis j'ai un intérêt pour l'agriculture urbaine qui s'est développé avec mes expériences avec SUCO. Donc là, actuellement, je m'implique, par exemple, dans un jardin citoyen dans mon quartier, donc qui est complètement autogéré, autofinancé, puis qui permet de sensibiliser aussi les gens du quartier à l'agriculture, à comment on peut cultiver dans des espaces restreints. Donc, ça, c'est quand même une implication qui me tient à cœur depuis plusieurs années. Puis sinon, mais je suis aussi impliquée sur différents CA dans le milieu communautaire, donc au niveau d'organismes et d'associations. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui va rester, je pense, de m'impliquer dans le milieu communautaire pour partager aussi mon expérience en gestion de projets, mais aussi à l'international. Mm-hmm. Et qui donne du sens aussi. Anne-Laurence, pour vous? Je pense que oui, comme il a été dit, par exemple, on a tous un fond disons, en nous qui nous pousse, oui, on veut changer les choses, on a besoin aussi de justice et d'équité. Et moi, avec par exemple, les mandats de coopération avec SUCO, on réveillait disons, cette étincelle que j'avais en moi. Et moi, je pense que pour moi, c'est avec SUCO, par exemple, que j'ai appris beaucoup le concept et pratiquer le concept d'empowerment. Je crois beaucoup au fait que c'est pas justement cette autonomisation des personnes que le changement se fait et qu'elle est pérenne. Et oui, je continue également jusqu'à présent. Je ne suis plus en coopération, mais par exemple, à m'impliquer sur différents CA du milieu communautaire comme Anne, et également à m'éduquer beaucoup sur les enjeux d'inclusion sociale et raciale. Donc, je pense que mes expériences à SUCO m'ont permis de vraiment mieux articuler disons, mes forces, mes capacités par rapport aux besoins ou aux réalités qui souvent ne sont pas très roses dans le monde. Donc, moi, je dirais que c'est ça. Mm-hmm. Merci. Merci. Mais quelle belle soirée instructive.
positive. Vraiment, merci infiniment à vous, chers panélistes, Anne-Vincent, René-Jeanne Malenfant, Anne-Laurence Buteau et Jean-Philippe Gélina. Voilà, on a passé à travers toutes nos questions pour ce soir, mais nous avons une période de questions avec les personnes qui sont là en train de nous écouter. Alors, le fonctionnement est très simple. Vous n'avez qu'à lever la main, puis l'équipe technique vous autorisera à ouvrir votre micro ainsi que votre caméra pour que vous puissiez poser votre propre question avant de les refermer. C'est bien important aussi. Pour celles et ceux qui préféreraient poser leurs questions dans le chat, nous vous invitons à le faire dès maintenant. On va tenter de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Et voilà, donc c'est parti, lancez-vous dans les questions. Nous avons aussi avec nous Aziz Sek, qui est adjoint au recrutement chez Suco. Donc, Aziz, est-ce que, en attendant que les gens pensent à leurs questions et avant de les écrire peut-être dans le chat ou de lever la main, pourriez-vous nous dire quelques mots pour que les gens sachent qui vous êtes exactement? Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Mon nom, c'est Aziz Sek, donc je suis adjoint au recrutement à Suco depuis 2 mois, comme ça. Donc, mon rôle à Suco, c'est déjà de participer à tout ce qui est processus de recrutement du programme PCV, mais aussi d'apporter des éléments de réponse à nos futurs acteurs et actrices de changement en ce qui concerne les conditions que Suco offre à ces acteurs-là pour qu'ils deviennent volontaires au niveau de l'organisation. Formidable, merci beaucoup. Alors, est-ce que nous avons des questions? J'attends avec impatience. Manifestez-vous, posez des questions à ces formidables personnes qui sont avec nous ce soir. Donc, je regarde tous mes écrans, vous savez, c'est comme ça quand on est en virtuel. Alors, écoutez, peut-être que vous pouvez poser vos questions tout de suite aussi après le panel. Peut-être qu'on pourra y répondre par écrit. Voilà, on va attendre quelques instants encore à savoir s'il y a des gens qui se manifestent. Pour l'instant, je vais faire mes remerciements vraiment pour toutes les personnes qui ont été avec nous. Alors, merci encore une fois, bien sûr, à nos panélistes. Merci également à la Faculté d'éducation permanente de l'Université de Montréal, partenaire privilégié dans la réalisation de ce panel. Merci également au certificat en coopération et solidarité internationale d'avoir permis la tenue de ce panel dans le cadre du cursus académique. Et merci aux productions Arborescence pour la technique. Voilà, attendez 2 instants, je crois que nous avons des gens. Alors voilà, Andréane Gagnon qui aimerait bien nous poser une question. On vous écoute, ma chère. Oui, bonsoir et merci de l'événement, puis merci aussi du partage de tout le monde. En fait, je n'ai pas de questions très, très claires, mais actuellement, je suis la formation de coopérant interculturel à distance au cégep de Rivière-du-Loup. Et puis, en fait, justement, si j'étais là, c'était pour avoir un petit peu un petit, comment dire, c'était pour sonner un petit son de cloche par rapport à voir les opportunités possibles par rapport au stage à l'international, vu la situation sanitaire et tout ça. Malgré les recherches, j'avoue qu'il y a un petit peu de difficulté à trouver des mandats. Voilà. Donc, je voulais voir par rapport justement avec la situation COVID, qu'est-ce que tout le monde en pense, parce qu'actuellement, moi, dans mes recherches, voilà, on trouve des choses, mais pour des contrats de 6 mois et plus, et non, exemple, pour des stages de 3 mois. Puis, par stage, ce que j'entends, c'est que je ne suis pas encore je suis loin d'être une professionnelle et j'ai aucune expérience dans le domaine international. Donc, voilà. OK, parfait. Qui aimerait répondre à cette question? Peut-être lever la main pour la personne qui veut répondre à cette question. Notre Simon va s'occuper de vous pour répondre. Merci beaucoup, Andréane Gagnon, pour cette question d'ailleurs. Alors, un volontaire, une volontaire? Je peux peut-être répondre.
à la question. Oui! En fait, j'ai fait... je ne savais pas comment lever ma main sur l'application. Ah oui! J'ai fait ce cours-là, moi aussi, l'AEC en coopérant interculturel. Et puis, j'ai été un peu dans les mêmes défis, là, comment trouver un stage sur le terrain. Et c'est un peu une raison aussi pourquoi j'ai fait le PSIJ. C'est possible de faire le PSIJ de 3 mois. Il va être à distance, par contre, quand c'est du 3 mois, je pense qu'il va être aussi possible d'en faire un en présentiel. Quand je ne le sais pas, mais pour faire un stage avec l'école de Rivière-du-Loup, là, c'est possible. Et là, en tout cas, ils l'ont accepté avec moi, donc je te dirais d'aller voir les offres. Il y a plusieurs offres PSIJ en ce moment sur le site, puis de postuler sur un mandat, là, un mandat PSIJ parce que c'est possible de le faire. Formidable, merci beaucoup. J'espère que ça a bien répondu à la question d'Andréane. On a une autre question par Nancy Shen-Ouellet. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Donc, simplement ouvrir le micro et à poser votre question. C'est à vous. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Merci à toutes les personnes sur le panel. C'était vraiment intéressant. Écoutez, moi, je suis nouvelle à ce monde-là. J'ai un certain âge parce que maintenant, mes enfants ont quitté la maison et ça m'a toujours intéressée. Et là, j'aimerais ça pouvoir travailler dans le domaine de la coopération internationale. Je suis ingénieure de formation et je me demandais par où commencer. Parce que tantôt, on parlait du beau programme, là, PSIJ, mais le J, c'est jeune. Alors, moi, je ne suis plus jeune. Alors, est-ce que je peux quand même apporter mon expertise technique en génie à quelque part, mon expérience de gestion de projet dans votre organisation? Intéressant comme question. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un serait en mesure de répondre à cette question? J'entends une voix. Oui. Donc, pour répondre à cette question, vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, donc pour le programme de stage PSIJ, comme vous l'avez si bien mentionné, ça concerne les jeunes de 19 à 30 ans. Donc, du coup, ce programme-là, même, il y a une première, ça tire à sa fin, cette première cohorte. Donc, du coup, nous allons reprendre ce programme dès le mois d'avril avec beaucoup plus de mandats PSIJ qu'on va offrir à nos coopérants et coopérantes. Maintenant, à part cela, nous avons aussi le programme PCV, que là, nous sommes en pleine campagne de recrutement avec plus de 47 mandats mis en ligne dans le site de SUCO. Donc, vous pouvez aller vérifier. Il y a beaucoup de mandats multipartenaires, mais aussi unipartenaires à travers les 2 pôles, que ce soit en Amérique et en Afrique, avec 26 mandats en Amérique, mais aussi 21 mandats au niveau de l'Afrique. Donc, c'est comme je l'ai dit, nous sommes en pleine campagne de recrutement et que nous aimerions que dès le mois d'avril 2022, que nos coopérants et coopérantes puissent regagner les pays d'intervention. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Allez-y. Bon, parfait. Je crois que la réponse et la question, ça s'est répondu finalement. Alors, on a une autre question. C'est formidable. Marie-Emmanuelle Dejean. Alors, voilà, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question, ouvrir votre caméra aussi. On aimerait bien vous voir. Mon micro est ouvert. Pour la caméra, je vous avoue, je ne suis même pas sûre où cliquer. Je ne suis pas très, très familière avec mon téléphone, malheureusement. Mais on a répondu en partie à ma question parce que je l'ai même affiché ici. Moi, j'ai complété mon certificat en coopération internationale avec l'UDM excusez-moi, je n'ai même pas mis la bonne année. Je suis vraiment désolée. En tout cas, en 2010, c'est pas en 2002, mais en 2010. Et c'est sûr que depuis, j'ai participé dans différents projets sociaux en Amérique latine. Ces dernières années, je suis beaucoup plus régulièrement en Côte d'Ivoire. Et c'est sûr que, étant donné que c'est ma première, en fait,
comme j'ai passé beaucoup plus d'années en Amérique latine et que maintenant je suis en train de découvrir l'Afrique, là, j'essaie de me renseigner pour savoir c'est quoi les opportunités, les projets court terme, moyen terme, plus spécifiquement en Côte d'Ivoire ou en Afrique de l'Ouest. Alors, qui aimerait répondre à cette belle question intéressante? Salut, bonsoir, madame. Pour la Côte d'Ivoire, là, nous avons 14 mandats ouverts en ce moment-là sur le site de SUCO, mais aussi sur le site de la COSI. Et puis, il y a des mandats multipartenaires ou bien des mandats unipartenaires, comme je viens de le dire. Donc, là, je vous invite fortement à aller vers le site de SUCO et que vous aurez droit à visiter ce site et voir les mandats qui sont disponibles. Et à savoir que la date de fermeture de ces mandats est fixée jusqu'au 28 février. C'est parfait, merci. Merci à vous. Formidable. Alors, dernière chance pour les personnes. Si vous avez des questions, c'est maintenant, c'est l'heure ou jamais. N'hésitez pas à poser des questions aussi à nos panélistes qui sont encore avec nous. C'est gentil et intéressante personne. Donc, je regarde les autres écrans en même temps que je vous regarde vous. Oui, et je ne vois pas pour l'instant d'autres questions. On m'écrit à l'instant même, ça s'en vient. Éléonore. Alors oui, Fournier-Toms. Éléonore, Fournier-Toms. Vous avez une question? Oui, donc bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour ce panel fort intéressant. Donc, je suis chargée de cours à l'Université de Montréal et puis donc c'est tout notre cours, on est tous ici. Les étudiants en coopération internationale qui écoutent ce panel. Donc, je voulais vous remercier. J'avais une question pour les étudiants. Je voulais savoir, ou j'en avais deux en fait, petites. Une, c'est pour les étudiants qui commencent en coopération internationale, qui sont en train de faire le certificat, par exemple à l'Université de Montréal. Est-ce que vous pensez qu'il y a des compétences en particulier, peut-être des compétences techniques particulières qui devraient être développées, qui seraient particulièrement utiles pour ce genre de mandat? Et puis la deuxième question que j'avais, c'est est-ce que ce genre de mandat est orienté seulement vers les citoyens et résidents canadiens ou c'est des gens à l'international qui sont aussi éligibles pour postuler? Merci. Merci à vous. Bonsoir à tous les étudiants et étudiantes. Alors, je peux répondre à la première question. Allez-y, à la première question, allez-y. Oui. Parce que je pense, oui, parce que je pense que il y a quand même, il y a cette perception qu'il faut quand même avoir des expertises précises ou spécialisées pour justement aller en coopération internationale. Et moi, je pense, par exemple, je suis la preuve que oui, je suis une généraliste dans l'âme. Mon profil, par exemple, j'ai fait sciences politiques à l'UQAM et j'ai une maîtrise en administration publique internationale à l'ENAP. Mais avant de faire cette maîtrise, justement, j'ai fait, par exemple, le PSIJ et j'étais coordonnatrice de stage. Moi, je pense que les compétences les plus importantes à la base, c'est sûr les compétences interpersonnelles et l'ouverture par rapport à, justement, à bien gérer le choc culturel qui ne manquera pas. Et par la suite, des choses plus précises comme justement des capacités en animation, facilitation, en analyse, c'est toujours très apprécié quand c'est des mandats justement qui ne sont pas axés, par exemple, agroécologie, nutrition, quand il n'y a pas justement des demandes très précises en termes d'expertise. Et là, je pense que c'est ça. Et pour l'autre volet, bien sûr, ça sera confirmé, mais c'est a priori que les résidents et les citoyens, sauf si c'est des mandats sud-sud. Donc, peut-être que c'est à confirmer si ça a changé. Merci beaucoup. Peut-être que Aziz avait quelque chose à ajouter? Oui, c'est exactement ça. Donc, pour le statut des mandats, donc pour le PSIJ, déjà pour le stade des jeunes,
Là, il faut être impérativement résident permanent au Canada ou avoir détenu la citoyenneté au niveau du Canada. Mais pour le PCV, là, vous pouvez avoir un statut sud-sud. Vous pouvez être un Sénégalais qui doit travailler peut-être au Burkina ou au Bénin ou bien au Nicaragua. Donc là, on a des statuts sud-sud, mais aussi on a des statuts nord-sud, résidents permanents au niveau du Canada, mais aussi qui détiennent la citoyenneté canadienne. Et puis, il y avait une question sur le chat. Bonsoir, a-t-il un âge limite pour faire de la coopération? Donc, habituellement, l'âge limite est fixé au bout de 70 ans. Mais nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir une bonne capacité physique, mais aussi d'avoir aussi une très bonne santé mentale que physique aussi. Donc, du coup, avant qu'une personne volontaire s'engage au niveau de l'international, il y a des documents à remplir, que ce soit un rapport médical au préalable qu'il faudra faire au niveau d'une clinique de voyage santé. Et ces rapports, ça sera validé au niveau de SUCO pour permettre à la volontaire de rejoindre le pays d'intervention. Mais l'âge limite est fixé pour le volontariat à 70 ans. Bien, merci. Merci beaucoup. J'espère que ça a répondu à toutes vos questions. En fait, j'ai une dernière question, je crois. Zachary Gauthier. Donc, Zachary, si possible, d'ouvrir votre micro et de poser votre question de ce pas. Nous l'accueillerons avec plaisir. Oui, bien sûr. Bonjour, merci beaucoup pour votre panel. En fait, je crois qu'il y a une partie de ma question qui a été répondue tantôt par M. Aziz, mais je vais tout de même m'assurer que c'est bien le cas. Moi, je vais graduer en fait de mon baccalauréat cette session, puis je suis en train de checker ça, là, tous les programmes qui sont offerts, entre autres par SUCO. J'ai regardé votre site web et je crois que j'ai l'impression qu'il y a comme la nouvelle cohorte, les nouveaux mandats qui vont rentrer bientôt. J'ai cru comprendre que c'était en avril qu'on devait revenir pour voir les nouveaux mandats qui sortiront. Et ma question en fait, de follow-up, là, ça serait par rapport au statut virtuel à distance ou sur le terrain. Est-ce que ça reste d'actualité? Est-ce que c'était simplement pour l'année 2021? Comment est-ce que ça s'arrange avec l'évolution de la situation qui est toutefois très imprévisible? Voilà. Merci. J'imagine que Aziz va répondre à cette donc, question. je disais que voilà, donc le programme s'étale de 2020 à 2027, ce nouveau programme PCV. Et puis, pour la nouvelle cohorte PSTJ, c'est ça que je disais que ça allait commencer dès avril 2022. Mais pour ces mandats bien donnés pour le PSTJ, là, on est dans une nouvelle cohorte que les dates de début, ça sera en avril 2022. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, bien sûr. Et il s'agit ici de mandats en ligne, encore une fois, à distance? Voilà, donc du coup, seuls les mandats PCJ en raison de COVID-19 se font à distance, de mode virtuel de 3 mois, mais tous les mandats PCP sont au niveau présentiel. Donc là, il faut être sur le terrain, il n'y a pas de mandat PCV virtuel. Et puis, ce sont des mandats, des contrats à long terme de 12 mois. Donc, je pense que sur cette nouvelle cohorte, tous les mandats qu'on a publiés ont une durée de 12 mois. Beaucoup. Merci. Parfait. Merci beaucoup. On a encore une question. C'est merveilleux. Alors, Manon Falardeau a une question pour nous. Simplement ouvrir votre micro et nous la poser. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, on vous entend très bien. Oups, OK, je parle peut-être pas. Je crois que ça a répondu un peu à ma question. Moi, je suis en train de terminer ma maîtrise en gestion du développement international et de l'action humanitaire de l'Université Laval. Puis, je suis à la recherche d'un mandat académique. J'ai dépassé le 35 ans. Donc, j'étais à la recherche de savoir s'il y avait des PCV entre 3 et 6 mois qui étaient pour être disponibles prochainement. Parce que ça, je voyais beaucoup de PCV, mais de 12 mois. Donc, ma question était de savoir s'il y avait des possibilités d'un mandat académique entre 3 et 6 mois.
Donc, dans le cadre du PCV, pour les mandats qui ont été élaborés, donc tous nos mandats ont été élaborés en parfaite collaboration avec le partenaire au niveau local. Donc là, nous avons des demandes de mandats long terme de 12 mois, mais des fois, il peut y arriver à un moment donné qu'un partenaire demande un mandat à court terme, c'est-à-dire 4 mois. Ou bien des fois, on a des mandats long terme de 8 mois, mais c'est seulement sous la demande d'un partenaire local. Donc, mais pour l'instant, nous n'avons que des mandats PCV de 12 mois. Parfait, c'est ce que j'avais cru comprendre, mais je voulais être certaine. Merci beaucoup. Voilà, donc il y avait ici une question. Quelle est votre politique concernant la possibilité d'avoir une accompagnatrice, accompagnateur au sein du PCV, couple, enfant? Donc là, présentement, nous avons de nouvelles restrictions qui sont fixées au niveau du bailleur AMC, Affaires mondiales Canada. Donc, il y a cette clause fait que SUCO ne reconnaît plus les personnes accompagnatrices pour les mandats PCV. Donc, peut-être, si ces restrictions seront levées d'ici quelques temps, nous allons revoir la situation de tous les coopérants au niveau du terrain. Mais pour l'instant, là, on respecte ces nouvelles restrictions. Donc, les personnes volontaires, ce sont seulement les personnes volontaires qui sont prises complètement en charge par SUCO et non les personnes accompagnatrices. Très bien. Puis, pour les PCV, ce sont des projets. OK. Donc, la durée des projets. Donc, du coup, nous sommes dans un programme, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, qui s'étale de 2020 en 2027. Donc, ça, c'est la durée pour l'instant du PCV. Ouais. Bon, ces projets peuvent être, oui, prolongés, mais ça reste sur l'appréciation de nos bailleurs et des projets aussi que nous allons présenter au préalable. Les soumissions que nous allons faire au niveau de nos bailleurs. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous aviez autre chose à ajouter? C'est bon pour moi. OK, parfait. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions pour cette soirée. Encore une fois, merci beaucoup pour votre participation. C'est vraiment intéressant d'entendre, bien entendu, nos panélistes qui sont avec nous, mais aussi d'entendre vos questions, vos intérêts. Et voilà, je trouve ça bien nourrissant, cette belle soirée. Encore une fois, merci énormément à tout le monde d'avoir été là. Le panel d'aujourd'hui est d'ailleurs rendu possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada par l'entremise d'Affaires mondiales Canada. Si vous avez aimé nous écouter, ce panel est le deuxième d'une série de 4 organisée par SUCO et ses différents partenaires à différents moments clés de l'année, entre octobre 2021 et avril 2022. Alors, restez connectés pour connaître les prochaines dates des événements. Ce fut un plaisir pour moi d'animer cette soirée, encore une fois, en espérant que le panel vous ait donné envie de vous engager à l'international. Bonne soirée tout le monde.